Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle parce qu'un livre vient de paraître, et un livre assez bouleversant. C'est un livre qu'a composé, qu'a recueilli Elsa Rubière. Je rappelle qu'Elsa Rubière, elle est à la fois coordinatrice des collectifs unis, c'est bien ça, les collectifs unis, Elsa Rubière, oui. Et vous êtes à la commission exécutive fédérale CGT Santé depuis le 1er avril dernier. Alors, ce livre qui est avec des avant-propos de l'écrivain Didier Van Collart, avec la préface de la députée européenne Michèle Rivasi, qu'on reçoit souvent ici, la postface de maître Maud Marian, avocat qui défend ses soignants, et l'épilogue de Laurent Mukeli, qui a écrit bien sûr sur le Covid-19. Alors, ces paroles de soignants suspendus, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à les réunir et comment, Elsa Rubière ? Eh ben, en fait, tout simplement, c'était complètement cohérent avec la situation. On a été mis dans le noir. On a été invisibilisé complètement depuis bientôt 3 ans, en fait. Et le fait d'être applaudi en 2020 et d'être complètement démonté, détruit en 2021, c'était une évidence que d'en parler à tout le monde, parce que tout le monde ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement. Encore aujourd'hui, on en est à réexpliquer aux gens que les gens n'ont pas de salaire ou sont privés d'exercice. Parce qu'il n'y a pas que des suspendus, il y a aussi les privés d'exercice. Ouais. Ils sont nombreux, les privés d'exercice ? Eh ben oui, en fait, on est très nombreux. On dit suspendus, mais c'est un tort. Ça comprend aussi les personnes qui ont arrêté de travailler, ça comprend aussi les fins de CDD, ça comprend les libéraux qui n'exercent plus, qui ont changé de métier. Ça comprend un panel impressionnant. Et puis on n'oublie jamais le médico-social, les éducateurs, des instituts aussi qui sont privés. Vous, dans la santé, vous étiez dans quel domaine ? Alors moi, administratif et représentante syndicale à 100%. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Évidemment, c'est une question que vous avez entendue 100 000 fois, nous aussi, en disant oui, mais enfin, c'est pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner après tout ? Et vous avez des dizaines de milliers de soignants, de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui se sont fait vacciner. Pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner ? Après tout, c'était une obligation pour eux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? La réponse est simple, par choix. Parce qu'ils ont le libre choix. Et on a le droit de choisir entre un vaccin et un traitement. En l'occurrence, sur le terrain, on sait ce qui se fait. Quand on est soignant, on sait ce qui se fait, ce qui peut se pratiquer. Et puis, la libre disposition de notre corps. Tout simplement. On choisit de mener sa vie comme on a envie de mener sa vie. Et c'est vrai que la vaccination n'est pas obligatoire. On va vous répondre, mais on ne va pas rester là-dessus quand même. On va vous répondre, oui, mais enfin, quand vous êtes en proximité avec des malades, il faut vous protéger. Sauf qu'on sait ce qui s'est passé depuis. Bien sûr. Et puis, je rappellerai quelque chose aussi, c'est que en tant que fonctionnaire ou même en tant qu'être humain, on a le devoir de désobéissance à un acte qui pourrait être illégal. Donc, on fait aussi valoir ce devoir de désobéissance. Est-ce que c'est un devoir inscrit dans la loi ? Bien sûr. Ah oui, devoir de désobéissance. C'est-à-dire, si vous, fonctionnaire, vous considérez qu'un acte est illégal, vous avez la possibilité, le devoir de désobéir. Au même titre que le devoir de signaler quand il y a un problème ou une atteinte à la vie. D'accord. Alors, j'ai lu effectivement ces paroles de soignants suspendus. C'est au-delà, évidemment, il y a l'émotion, c'est assez bouleversant. Et en fait, justement, je voudrais qu'on voit les lignes de force de ce livre, de ces témoignages, Elsa Rubière. En fait, c'est quoi d'abord qui a gagné ? C'est un désarroi, c'est une indignation, c'est une colère, c'est une résignation, c'est quoi ? C'est tout ça à la fois, c'est quoi ? La tristesse, la déception. La déception d'avoir tout donné pendant des années, pendant des décennies pour certains, et se retrouver complètement démonté, détruit. La détresse psychologique, parce qu'on est désemparé, c'est compliqué de faire un choix entre avoir un salaire ou sacrifier sa vie financière, je dirais, pour garder son libre arbitre. En fait, c'est ignoble. Donc chacun a ressenti des émotions particulières. Je sais que pendant que j'ai écrit le livre, j'ai pleuré souvent. Et quand on reçoit des témoignages, parce que là j'en ai récolté sur 350, 41 que je trouvais les plus poignants.
Vous avez vu quand même vous avez interrogé 350 personnes. On a reçu avec les collectifs unis plus de 350 témoignages. On en publie régulièrement sur le site, chaque fois qu'on fait une conférence. Je rappelle, votre site, c'est bien collectif-du-milieu, uni.info. Oui, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Pour ceux qui veulent évidemment aller consulter votre site. Donc vous en avez retenu une quarantaine, enfin 41, c'est ça. Et au fond, alors je rappelle quand même que ce livre est en librairie, c'est aux éditions Guy Trédaniel, Paroles de sonneurs suspendus. Et on va continuer à en parler toute cette heure. On va se retrouver dans quelques minutes avec Elsa Ruyère et ses paroles. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Vous avez la parole sur Sud Radio. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Les paroles de soignants suspendus, dans tous leurs états, Elsa Ruyère, dans tous ses états, qui a recueilli ce qu'ils ont dit aux éditions Guy Trédaniel, un livre assez bouleversant, je dois dire, bouleversant vraiment. Et je voudrais citer, au milieu du livre, là, dans le témoignage de Alfred Pompier, vous m'avez dit, Elsa Ruyère, que tous les prénoms, pratiquement, sauf 2 ou 3, sont des prénoms authentiques. Enfin, ils donnent leur prénom. Vous n'avez pas voulu donner, ils n'ont pas voulu donner leur nom complet, enfin leur nom de famille. Non, c'est moi qui ai choisi. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de représailles de la part des établissements. Ah oui. Beaucoup de pression encore aujourd'hui. D'accord. Et comme on continue à mettre le couvercle sur l'histoire, je voudrais éviter qu'ils aient des ennuis. En tout cas, ils n'en auront pas parce qu'ils sont tout à fait en droit de raconter leur histoire personnelle. Bien sûr. Mais effectivement, vous donnez leur prénom, déjà leur vrai. Alors, je voudrais citer un grand de la résistance, Henri Freinet. Ce que nous avons à défendre est bien plus précieux que nos existences, nos foyers et la France. C'est la liberté de nos esprits, c'est notre conception du monde et de la vie. Et alors, il y a vraiment de tout, je dirais. Il y a de tout. Il y a des aides-soignantes, il y a aide médico-psychologique, Alexandra. Alors, Alexandra, vous l'avez retenue, vous disiez, parce qu'elle parle de la gestion du Covid. Ouais, elle le décrit comme une crise et une période psychologiquement affreuse. Et c'est une guerre psychologique, elle le dit très bien, et elle a raison. Pas de matériel, mais on continue à travailler, des heures et des heures supplémentaires, et on le voit 2 ans et demi après, 3 ans après, bientôt. Bientôt, oui, bientôt. Oui. On est encore dans une situation encore plus catastrophique à l'hôpital. Donc oui, c'est aussi une guerre psychologique. Alors intéressant parce qu'il y a tout parmi ces témoignages, aides-soignants, sages-femmes, étudiantes auxiliaires de puériculture, on va parler de Philomène, assistante sociale, médecin généraliste, psychologue, pompier, kinésithérapeute, vraiment éducatrice spécialisée, infirmière en CHU, des directeurs, diététiciennes, ingénieurs de recherche. C'est ça, il faut pas oublier que toutes les branches ont été touchées, pas seulement des infirmières, toutes les branches, techniciens de laboratoire, citoyens, parents de soignants, vous avez même, voilà, Claude qui témoigne. Alors, que dit effectivement cette étudiante, Alexandra ? Alors, l'étudiante, c'est Philomène. Non, Philomène, pardon, oui. Mais il y en a tellement, c'est normal. Ouais. Philomène, elle dit qu'elle avait une vocation, qu'elle avait décidé d'être puéricultrice, et qu'en fait, finalement, elle ne pourra pas à cause de cette loi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous fait une auxiliaire puéricultrice de moins dans les établissements, dans quelques années, puisqu'elle ne fera pas ses études. Et dans ces hôpitaux où on voit ce qui se passe chez les urgentistes, on voit ce qui se passe dans le personnel, on voit que les hôpitaux sont vraiment à l'article, je ne dirais pas de la faillite, mais presque des soins palliatifs, si je veux être un peu caricatural, mais à peine. Et voilà, ces gens témoignent d'Alexandra, par exemple, aussi, justement. En fait, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels depuis des décennies, et le Covid n'a mis qu'en exergue. Et la situation de la crise Covid qui a été mise en place, en tout cas la gestion de cette crise qui a été mise en place, n'était pas du tout cohérente avec les besoins et les besoins de la population surtout.
Oui, de ce qui se passe, etc. Et alors, je vous posais la question, mais je voudrais revenir là-dessus, dans ces témoignages que vous avez reçus au collectif et que dont vous avez choisi un certain nombre. Je vous disais, effectivement, la tristesse, effectivement, tout cela, mais également résignation et également colère. Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a... Je veux dire par là que tout se passe en tout cas comme si les gens avaient accepté parce qu'ils ne voyaient pas quoi faire. Ils vont pas aller casser, ils vont pas aller faire, ils vont pas aller détruire, ils vont pas aller manifester, enfin de façon extrêmement violente. Mais alors, quel est leur état d'esprit? Je veux dire, chacune, c'est quoi? C'est une espèce de... Est-ce qu'elles se sentent, comment je dirais, presque, on a fait une ablation de leurs rêves, de leur carrière, etc. On peut le dire, hein, ces gens ont été castrés. C'est comme les castrations. On les a castrés de leur vocation, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est assez descriptif, je trouve. Mais surtout, on les a complètement trahis, on les empêche d'avancer. Ils vont pas aller... la colère rime à rien, ça sert à rien. Ça n'a jamais fait avancer les choses. Par contre, il y a une incompréhension totale. Pourquoi on n'y arrive pas en justice? Pourquoi les établissements continuent à ne pas vouloir nous réintégrer? Pourquoi le gouvernement continue à dire que c'est nous les pestiférés? C'est toutes ces choses-là qui sont un petit peu entrechoquées dans la tête de chacun. Mais il faut se rappeler qu'un soignant, il est là pour prendre soin. Donc c'est pas lui qui va aller casser des têtes dans la rue. Oui, comme un médecin traitant est là pour traiter. N'est-ce pas? Alors on a bien dit aux gens, restez chez vous, prenez Doliprane, et si vous êtes à l'article de l'étouffement, appelez le 15. Qui est d'ailleurs surbooké. Surbooké. Mais vous dites, oui, effectivement, évidemment, personne ne va conseiller la violence et favoriser la violence, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas eu regroupement, pourquoi il n'y a pas eu solidarité, enfin, il y a eu, bien sûr, on est un certain nombre à le faire, mais au-delà de ça, pourquoi ne se sont-ils pas tous regroupés? Pourquoi on n'a pas senti une pression plus forte? Alors, au tout début, ça a été très compliqué de les faire sortir, parce qu'ils avaient peur du regard des autres. Ah bon? Et ça a été très, très compliqué. Quelqu'un qui est en permanence en train de travailler pour l'autre, pour le bien de l'autre, et qui se fait maltraiter, insulter. On en a qui se sont fait insulter en manifestation au début. Faut bien le savoir. Ouais. Même encore en 2022, on a eu des manifestations qui ont mal tourné dans certaines régions. Ah oui, ils disaient bande de salauds, vous ne vous vaccinez pas, vous allez nous contaminer tout le monde, quoi. Bien sûr, mais c'est le discours qu'on leur a mis dans la tête. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de travailler, c'est d'être malade. Et ça, par contre, les gens s'en rendent pas compte. C'est que nous, non vaccinés, pour travailler, il faut qu'on soit malade. Ça tient le vaccin. Bah oui. C'est ça. Bah oui. Alors vous dites au début, bon, c'était très difficile, mais après, quand même, ça a un peu changé. Maintenant, le regard a changé. Les actions leur font du bien. On a des pièces de théâtre qui tournent. Dans l'Ardèche, on a 8 soignantes qui témoignent sur les planches de leur vécu. Ça marche super bien. C'est les indispendus. Qui jouent la pièce En marche ou crève. D'accord. Et qui a beaucoup de succès parce que ça a aussi fait changer le regard des gens. On a trouvé une autre méthode pour informer. En fait, notre besoin, c'est d'informer, que les gens comprennent ce qui se passe. On n'en veut à personne, moi, chacun fait son choix. Bien sûr. Mais il faut comprendre. Pour comprendre, il faut s'informer. Et pour s'informer, il faut accepter d'écouter aussi. Et alors, vous vous informez comment ? Alors, il y a le collectif, bien sûr, mais je suppose qu'il y a énormément de choses. Mais, encore une fois, je reviens à l'histoire de la pression, sans en faire, encore une fois, des insurrections. Mais quand même, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, vous disiez au début, les gens, mais je comprends, peur du regard des autres, et ils étaient considérés comme responsables presque des morts du Covid, enfin, entre guillemets. Et aujourd'hui, la tendance est à quoi, si tendance il y a ? Informer, patienter. Et on s'est tous renforcés. Hein.
On est en soutien avec les collectifs nationaux de pompiers, on cherche des stratégies pour se faire entendre. Est-ce que les professions se sont... Enfin, il y a une coordination, disons, de professions. Les collectifs arrivent enfin à se regrouper plus facilement et à créer une cohésion. Le problème, c'est qu'en face, la propagande est tellement forte et fonctionne tellement bien que ça reste encore compliqué d'être visible. Ce qu'on a besoin, ce dont on a vraiment besoin, c'est cette visibilité qu'on a essayé d'avoir d'ailleurs l'année dernière en organisant 2 conférences de presse. On n'a jamais vu personne. Alors, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Vous voulez dire, personne n'est venu ? Non. Je veux dire, les grands médias. Non, aucun grand média. Aucun. Moi, quand j'en ai au téléphone pour d'éventuelles interviews. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que le Covid n'est absolument pas d'actualité. Ah bah non. De quoi on parle ? Bah non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'existe encore la loi du 5 août qui fait rebond sur la loi du 30 juillet. C'est peut-être parce que c'est plus d'actualité. C'est vrai, c'est normal, c'est vrai. Tout ça n'existe plus, mais on va quand même continuer d'en parler avec Elsa Rubière. Et avec vous, chers auditeurs, puisque vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300, vous nous appelez, on attend vos témoignages pour interroger Elsa Rubière pour son livre Paroles de soignants suspendus. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors Elsa Rubière, je voudrais vous faire part d'une lettre que j'ai reçue de Frédéric Falcon, député de l'Aude, qui m'a envoyé d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et il me dit, la lettre date du 18 janvier, j'ai le plaisir de vous transmettre un exemplaire de notre proposition de loi visant à réintégrer et à indemniser les personnels suspendus soumis à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, en guillemets, co-signé par environ 80 parlementaires. Alors, il demande, juste si notre proposition de loi diffère radicalement de celle déposée par les autres groupes et prévoit la réintégration de l'intégralité des personnels suspendus frappés par cette obligation vaccinale, aucun protocole sanitaire renforcé lourd au quotidien, tests PCR journaliers et protection spécifique pour les personnels non vaccinés, la considération du caractère injuste de cette mesure et l'indemniser des personnels du secteur public suspendu pour cette période de précarité extrême dans laquelle l'État français les maintient. Voilà, la proposition donc de Frédéric Falcon et de 80 parlementaires. Vous en pensez quoi ? J'espère que ça va pas faire comme les 3 autres, et qu'elles seront rejetées. Ouais. Ou qu'il y aura tellement d'amendements que finalement on n'en parle pas, ou qu'au dernier moment il y aura des petits arrangements, je ne sais pas lesquels et je ne veux pas savoir, qui feront que... je vais répondre, on attend de voir. D'accord. Non mais... Très bien, en tout cas, on suivra ça, bien sûr. Et alors, justement, je voudrais qu'on revienne sur un chiffre que vous m'avez donné quand nous étions hors antenne, pendant la pause. Et vous m'avez dit, écoutez, si on compte les suspendus et les interdits d'exercer, et les CDD et les démissions, etc., vous dites 30 à 40 000. Alors, expliquez les suspendus, on sait, on en a parlé et vous en avez parlé, mais les interdits d'exercer plus spécifiquement et tout le reste, c'est quoi exactement ? Alors, interdit d'exercer du fait de l'obligation vaccinale, bien sûr, oui. Pas autre fait. L'obligation vaccinale et la loi du 5 août qui perdure. Ça comprend les démissions, les disponibilités, puisque les gens ont aussi demandé des disponibilités. Oui. Ça comprend des arrêts maladie, parce que les gens n'en pouvaient plus pendant le Covid, et donc ce sont aussi des personnes non vaccinées, mais qui ne le feront pas du fait de l'obligation vaccinale par choix. Ça comprend les fins de CDD, ça comprend toutes ces personnes qui changent de vocation, et puis à ça on peut ajouter tous les étudiants qui ont finalement arrêté leurs études en 2021 quand ils ont vu le vent tourner et qui feront certainement un autre métier, malheureusement. C'est intéressant. Alors on a de plus en plus besoin de soignants, de médecins, etc., etc. C'est intéressant. Est-ce que vous avez eu justement, encore une fois dans ce livre vraiment que je conseille,
faut que vous lisiez, que vous suiviez. Parce que voilà, c'est ça, cette espèce de contradiction extraordinaire entre « ah là là, ça ne va plus, les soignants, on va faire de nouvelles lois, on va faire des choses ». Et qu'est-ce que vous pensez? Alors, je voudrais... en tout cas, est-ce que les gens que vous avez, dont vous avez recueilli les propos, cette espèce de formidable syndrome administratif avec les autorités régionales de santé, avec tout ça, est-ce que vous avez quand même l'hôpital, vous y avez travaillé, vous y travaillez, quand vous n'êtes pas suspendu, bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a joué et qui a fait que ça a conduit aussi à ça? Il y a un manque de communication entre les diverses instances et les diverses administrations qui nous gèrent. Ça, on l'a ressenti clairement en étant sur place. On le ressent depuis des années, mais là, c'était encore plus fort. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un problème de communication entre la NSM et l'HAS. Parce que l'autorité nationale, vous voulez dire l'Agence nationale de la santé, de la sécurité des médicaments, voilà, n'est-ce pas? Et la Haute Autorité de Santé, ainsi que la DGS, puisque la Direction Générale de la Santé... Vous dites quoi? Il y a un manque de coordination? Il y a quoi? Je sais pas. Je pose la question. Y a-t-il un lien rompu? Y a-t-il un problème de communication entre eux? Mais en quoi vous l'avez senti? Parce que vous avez ressenti les effets, si vous me dites ça. Alors là, c'est encore plus frais et encore plus d'actualité. C'est au sujet de la NSM qui reconnaît bien les effets indésirables quant aux problèmes cardiaques, et l'HAS qui recommande la vaccination pour les enfants. Faut qu'on m'explique. Donc, je laisse un point d'interrogation là-dessus. Y a-t-il un problème de communication, une rupture de réseau? Je ne sais pas, peut-être la fibre. L'un dit blanc, l'autre dit noir, etc. Et il faut savoir que c'est comme ça tout le temps, depuis des décennies, mais que là, avec les recommandations changeantes tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, mais c'était pire. Et puis, c'est pas cohérent avec le soin et avec ce qu'on a à faire dans le soin et avec le prendre soin de l'autre. Primum non nocere, ne nuit pas. Ne nuit pas. Et effectivement, on peut se demander qui nuit en ce moment. En tout cas, la cohérence est vraiment très importante, c'est vrai, entre l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de Santé. Il y a quand même quelque chose, accordez vos violons, mesdames et messieurs, c'est ça. On va peut-être accueillir un certain nombre, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs, oui, il y a beaucoup d'appels, et surtout sur ce sujet, effectivement, qui nous concerne tous, Lucien. Et oui, vous avez la parole sur Sud Radio, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h, et on accueille Rachid de Paris. Bonjour Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour à tous. On vous écoute, Rachid. Oui, bonjour. J'aimerais moi tout d'abord remercier Elsa Rouillère de laisser une trace à tous ces invisibles qui sont dans une souffrance psychologique et financière depuis maintenant 2 ans. Et je trouve extrêmement important qu'on puisse avoir tous ces témoignages et qu'on puisse avoir un regard direct sur les souffrances des gens. Elsa disait tout à l'heure que ces gens sont invisibles depuis le 5 août 2021 quasiment. Et le fait d'avoir une trace, ça remobilise les gens. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les soignants sont réintégrés, qu'il n'y a plus de problème. Ouais. Alors que c'est faux. Et je trouve ça extrêmement important. Donc je voulais remercier Elsa pour son travail. Très bien. Elle vous a entendu et elle l'apprécie. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous. Et on accueille Guillaume de Blois. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe Sud Radio et bonjour à votre invité. Je pense que malheureusement et pour votre malheur, vous êtes le révélateur donc de la pourriture et de la médiocrité ambiante. Je veux pour preuve donc que les députés qui n'arrivent pas à s'entendre, à faire bloc justement pour vous réhabiliter. J'en veux pour preuve aussi donc les médias dominants, pas mainstream, je dis bien dominants, c'est beaucoup plus parlant, qui ont été odieux et encore c'est le mot est faible envers vous, et aussi donc vis-à-vis donc de tous les autres fonctionnaires qui malheureusement maintenant on le sait, il suffit donc d'un simple décret pour qu'ils soient foutus dehors. Un simple décret. Un simple décret, vous voulez dire quoi, pour tous les fonctionnaires? Bien sûr. Oui. Et oui, maintenant Macron l'a bien démontré. Donc
Donc, Donc vous êtes un peu pessimiste en disant c'est le pot de terre contre le pot de fer, un peu, Guillaume. Un petit peu, parce que bon, là, malheureusement, il faudra quand même que nos chers députés, nos très très coûteux députés, je devrais dire, fassent leur job. Ils ont eu par 2 ou 3 fois donc l'occasion de le faire, ils l'ont complètement raté. Et on se demande si ce qui est plus important pour eux, c'est pas leur politique politicienne et même leur carrière, plutôt que justement le bien des gens pour lesquels ils sont élus. Écoutez, accordons le bénéfice du doute, en tout cas à Frédéric Falcon et à ses 80 députés, mais on va voir effectivement, comme disait Elsa et vous-même, on va voir s'ils feront quelque chose. Elsa, qu'est-ce que vous dites à Guillaume ? Je comprends carrément ce que Guillaume ressent et ce qu'il entend. Hein. Je l'entends très souvent de la part des soignants. Il faut savoir que c'est encore plus compliqué au sein des politiques, même au sein de chaque parti. En fait, le problème de cette situation, c'est que la communication qui a été passée et tout ce qui est donné comme information autour de ça au niveau politique, chacun y va de son petit avis personnel au lieu d'y aller de son avis politique, droit, devoir. Et par la même occasion, j'en profiterai pour rappeler aussi le devoir des politiciens quant à la population. Et donc, de prendre des décisions... Vous dites que les politiques sont toujours encore très divisés là-dessus. Oui, bien sûr, au sein de tous les partis. J'ai une question à vous poser. Il y a quand même, vous parlez de, effectivement, diviser. Mais dites-moi, ce corps médical, on l'entend pas beaucoup vous aider. On l'entend pas beaucoup dire, bon d'accord, écoutez, bon, moi je me suis fait vacciner. D'ailleurs, vous avez une vaccinée, mais vous allez nous dire. Enfin, on n'entend pas beaucoup des gens qui disent, bon, bah, écoutez, moi je me suis vacciné, bah, après tout, et c'est son droit le plus strict et c'est légitime. Mais enfin, il n'y a pas de raison qu'on sait aujourd'hui ce qu'il y en est avec la contamination et la transmission. Bah écoutez, maintenant on peut les réintégrer. J'ai pas entendu un grand souffle de solidarité. Pourtant, il existe. Pourtant, il existe. Sauf que c'est pareil, on met le couvercle dessus, il faudrait pas que ça se sache, parce que sinon, ça voudrait dire que les politiques se trompent quand ils disent qu'on veut pas nous réintégrer et que les gens veulent pas de nous à l'intérieur des établissements. C'est complètement faux. Et puis, ils ont la tête dans le guidon, ils ont pas le temps d'aller manifester pour qu'on revienne. Mais vous avez de la solidarité, vous avez des preuves de solidarité. Bien sûr, il y a de la solidarité. Tant mieux, tant mieux. Et que disait juste un mot, celle qui vous avez eu la vaccinée, enfin, vous avez un témoignage de quelqu'un qui est vacciné. J'en ai mis qu'un, mais j'en ai d'autres. La plupart disent qu'ils y sont allés en pleurant. Moi, j'en ai connu une aussi qui est allée en pleurant, qui m'a téléphoné en me disant, Elsa, je suis dans la salle d'attente, on refuse de me vacciner, je pourrais pas retourner au boulot demain si je signe pas le papier. Je lui ai dit, mais tu veux signer le papier? Elle me dit, non, j'ai pas vu le médecin et je dois signer un papier avant de voir un médecin qui dit que j'ai bien pris connaissance de toutes les conditions de vaccination. Eh ben, ils sont beaucoup allés en pleurant. En tout cas, ce que vous avez, ouais. C'était terrible. C'est de l'extorsion de signature. Hein. Enfin, beaucoup sont allés volontairement aussi. Il faut redire les choses. Oui, hein. Mais et d'ailleurs ça, ils ont tout à fait le droit aussi. Bah, bien sûr, puis surtout avec un chantage au salaire. Lucien. Et on accueille Christine de l'Essonne. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Elsa, bonjour André, c'est Elsa, j'espère ne pas me tromper dans le prénom. Non, pas du tout. Voilà, donc je me permets, j'ai pris l'émission un petit peu en cours de route dans la voiture et je suis très touchée par ce que fait Elsa, enfin en tout cas le livre qu'elle a écrit, le recueil de témoignages. Je suis moi-même infirmière en fait, et en fait bon donc moi j'ai refusé la vaccination pour plusieurs raisons bien sûr, mais aussi parce que j'ai eu un cancer et je suis sortie de ces traitements il n'y a pas très longtemps en fait, et je me suis dit que j'allais me recycler, c'est pas vraiment le terme, mais j'allais en fait faire un master en éducation thérapeutique pour pouvoir faire de l'accompagnement, et puis à ce moment-là les différentes injonctions gouvernementales sont tombées, obligeant tous les soignants à la vaccination, et il est absolument hors de question que je me fasse vacciner. Mon oncologue est bien sûr contre également, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins qui travaillent, mais qui
voilà, qui travaillent, je n'en dirai pas plus, mais qui sont contre la vaccination. Et donc, aujourd'hui, je ne peux plus travailler en France et je suis obligée d'aller m'exiler en Suisse. Voilà. Donc, j'ai 52 ans et je ne peux plus, à 52 ans, poursuivre un travail dans le milieu médical en France. Voilà. Ouais, ça en dit long, ça. Ça en dit long. Ça en dit long, oui. Elsa ? La Suisse, la Belgique, bien sûr, on a tous les jours des contacts de soignants qui nous demandent par quel intermédiaire on peut les travailler en Suisse ou en Belgique, puisque l'obligation n'y est pas et qu'ils ont énormément besoin aussi. Donc, bien sûr, la situation fait que nos soignants vont travailler ailleurs. Oui, je trouve que c'est dramatique ce qui se passe, c'est absolument dramatique. Et donc l'hôpital est exsangue, le domaine médical, enfin en tout cas au niveau médical en France, on sait qu'on est en train d'aller dans le mur, mais on continue malgré tout d'y aller. Je dirais... tête baissée, vous savez, c'était Nietzsche qui disait « On ne sait pas où on va, mais on y va ». Voilà. Ah oui. Merci Christine, merci pour votre témoignage. Merci à vous, merci bien. Merci beaucoup courage, Christine. au revoir. On va tourner une rapide page de pub et on va continuer de vous accueillir au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300, on vous attend et on accueille tout de suite Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour Lucien et bonjour à votre invité que je félicite pour son courage. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même où on en est, c'est-à-dire que la France est le dernier pays à ne pas avoir réintégré les soignants. Enfin, rien que ça déjà, ça devrait... je ne sais pas, tous les démocrates que nous avons dans la classe politique devraient être absolument outrés. Et puis moi, je voudrais revenir aussi sur une chose quand même qu'on ne dit quasiment jamais. D'ailleurs, des fois, André, je vous le dis très clairement, moi qui vous apprécie énormément, je vous trouve encore bien gentil dans vos analyses et vos critiques. Ah bon, dites-moi. Oui, parce que on dit oui, mais quand même, ça peut avoir été utile, ce vaccin, etc. Sauf qu'on a appris par Mme Small que Pfizer avait menti de A à Z concernant la transmission, qui n'est absolument pas le cas. Mais en plus de ça, le vaccin, et ça c'est le Vidal, la Bible de la médecine, qui reconnaît, et c'est écrit noir sur blanc, que ça n'empêche que les formes légères à modérées. Alors quand sur les plateaux, chez Monsieur Pro, l'autre fois, j'entends encore nous dire « et les protections contre les formes graves », mais c'est totalement faux. C'est un vaccin qui en fait protège des formes légères à modérées. Donc qui en fait n'aura pas servi, pour être très clair, à grand chose, à part peut-être pour les gens qui ont des comorbidités. Donc tout le baratin qu'on nous a fait pour ces soignants, qu'on a applaudi pendant des semaines et des semaines, pour ensuite ne pas vouloir les réintégrer alors qu'ils transmettent à personne la maladie, et qu'en plus ça ne protégerait, je mets du conditionnel, que des formes légères à modérées, mais excusez-moi, c'est même plus du foutage de gueule, là, c'est criminel de ne pas vouloir les réintégrer et de leur donner leur salaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses dans une démocratie de ce nom. Certes, non, mais ça, je crois que ça, on l'a dit, et vous avez tout à fait raison de le souligner aussi. Et André, juste une petite chose, très rapidement, s'il y a des politiques qui se sont bougés, les seuls qui se sont bougés, c'est toujours les mêmes, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. Les autres, je suis désolé, mais je ne sais pas s'ils ont peur de leur ombre ou qu'on leur sorte des casseroles, mais personne dans l'hémicycle quasiment ne bouge. Est-ce que c'est que ces parlementaires, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Clairement, qu'est-ce qu'ils foutent? Eh bien, écoutez, en tout cas, on va le savoir, on va le voir. Je vous dis, j'ai encore reçu, encore une fois, une lettre d'un député ce matin, je viens de le lire, qui dit qu'il a 80 parlementaires avec lui. Évidemment, c'est loin de suffire pour faire passer ce projet de loi de réintégration et de remboursement de tous. On va le voir, mais c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, la question est posée, et c'est une des questions, effectivement, qui nous taraude, parce que si on est une démocratie, il faut savoir ce que ça veut dire une démocratie. Merci Julien. Merci beaucoup Julien. Et on accueille Nadine des Pyrénées-Orientales. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour André Berkov et bonjour à votre invité. Et je suis de tout cœur avec elle. Je suis très sensibilisée à ce problème que je suis depuis longtemps. Moi, la chose que je voulais dire, il y a deux choses que je voulais dire très rapidement. Monsieur Macron avait dit qu'il emmerderait les non-vaccinés. Vous êtes d'accord, hein? Ah, non seulement il a dit ça, Nadine. Non, parce que moi j'ai lu le texte comme tout le monde. C'est un texte écrit dans Le Parisien. Ce qui est intéressant pour moi, c'est...
il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Il y a une espèce de désir, là. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Bon, Oui. bon. Enfin bon, allez-y. Pour moi, il en fait une affaire personnelle. Ouais. Voilà. Ouais. Il en fait une affaire personnelle. Comme j'estime, moi, et ça c'est mon avis, j'engage que moi, que c'est un être immature, je pense qu'il a fait une affaire personnelle. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est en train de déshabiller les pays qui ont du personnel soignant, que ce soit la Tunisie ou le Liban, ce qui est une catastrophe pour ces pays, en proposant des visas. Franchement, là je trouve ça complètement abject. Et la troisième chose, c'est que le mot prévention, et ça je tiens à le dire très fort, a disparu de toutes les politiques de Macron. Que ce soit la prévention de la délinquance, la prévention de la santé, la prévention du climat, la prévention du travail, le mot prévention a disparu du langage. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Nadine, merci. Non, c'est très clairement dit et précisément dit. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Nadine. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Sébastien de Chelles. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Alors voilà, moi je me permettais d'intervenir, je suis infirmier aussi, infirmier libéral. Oui. J'ai été vacciné, donc j'ai eu mes 3 doses, puisque c'était la seule condition pour que je puisse continuer d'exercer. Oui. Pas très convaincu, j'ai fait plus à contre-cœur qu'autre chose, comme énormément de mes collègues, malgré ce que peuvent dire certains médias et les politiques. Et moi j'attire l'attention sur quelque chose que je subis moi-même dans mon exercice, c'est que depuis ma 3e dose de vaccin, j'ai des problèmes au niveau de mon bras gauche, parce que j'ai été injecté les 3 doses dans le bras gauche, des douleurs qui me réveillent la nuit, qui m'handicapent fortement dans l'exercice de mon métier. Et je me retrouve aussi complètement isolé par rapport à ça, parce qu'aucun médecin ne prend la situation au sérieux. On parle de fausses positions, Ah oui, vous dites, quand vous dites ça, quand vous dites ça à un médecin, il vous dit non, c'est pas, ça n'a rien à voir, etc. Voilà, c'est un peu ça. J'ai systématiquement, pourtant mon médecin est très compétent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, les médecins que j'ai vus sont très compétents, mais je ne suis pas pris au sérieux du tout à ce niveau-là, et ça me gêne énormément au quotidien. Déjà ne serait-ce que pour dormir, quand une douleur vous réveille la nuit, que vous avez en plus, moi en tant que libéral, je suis seul, la plupart du temps avec des patients qui parfois pèsent pas 80 kilos, qui ont besoin d'être mobilisés ou des choses comme ça. C'est aussi quelque chose une réalité qui est complètement mise de côté par les médias, par les politiques. Et je rejoins tout à fait le témoignage de Nadine juste avant, où effectivement la prévention, ça, on s'en fout. Et je suis assez d'accord sur l'idée que là c'est une question d'ego. Là, on n'est plus dans la réalité, on est dans le dogme, on est dans l'ego politique de Monsieur Macron qui reviendra pas en arrière. Et malheureusement, les soignants, l'hôpital est en train de crever. Je le vois bien. Moi, l'hôpital de secteur où je suis, c'est une catastrophe. On récupère des choses pas croyables à domicile et on galère pour essayer de prendre en charge nos patients correctement, et on entend les politiques nous dire non, de toute façon vos collègues ne veulent pas de vous. Voilà, les collègues vaccinés ne veulent pas des non-vaccinés, ce qui est une vaste connerie, excusez-moi le terme, parce que je pense que quand on a la tête sous l'eau, quelle que soit la main qui vous est tendue et qui pourrait vous aider à en sortir, on la prend. Et là en ce moment ils ont tous la tête sous l'eau, ça se ressent sur la qualité des soins, et moi je pourrais écrire un bouquin sur les choses que je récupère de l'hôpital, les prises en charge défaillantes et les gens qui souffrent, parce que derrière ça c'est des gens qui souffrent et qui n'ont rien demandé à personne. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital, c'est un endroit qui est censé être rassurant. Quand on est malade, on se sent sécurisé parce que surveillé. Aujourd'hui, c'est la plus grande crainte de mes patients, c'est d'aller à l'hôpital. Mais écoutez, en tout cas, vous donnez un miroir et vous donnez un témoignage sur la situation qui rejoint un peu tous les autres témoignages qu'on a eu. Elsa Ruyère, voilà encore d'autres paroles. Lui n'est pas soignant Julien suspendu, mais il y a un vrai problème. Il constate. En fait, ce que vous dites, vous, c'est que maintenant, il faut que ça se sache, c'est ça. Il faut faire circuler l'information. C'est ça votre objectif. Toutes les informations, y compris sur les effets indésirables. D'ailleurs, sur le site, on a mis aussi un tract pour informer les gens. Ils ont le droit de déclarer eux-mêmes les effets indésirables. Il ne faut pas attendre après les médecins. Bien sûr, mais après, il y aura toute la polémique.
on a les médecins qui ont la pression, ça aussi, on informe dessus. En fait, il faut que les gens sachent, il faut que les gens prennent conscience. C'est pas, on est des êtres humains en fait, les uns et les autres, et on n'a pas le droit d'être traités de cette façon-là, que ce soit suspendu ou non suspendu d'ailleurs, ou citoyen, quel qu'il soit. En fait, je crois que la principale victime aussi, c'est la santé. Bien sûr. Et c'est ça. Il faut quand même pas qu'on laisse pas un peuple en absence de prévention et en absence de soins. Bien sûr. C'est ça. Merci Elsa Ruyère, parole de soignant suspendu, Lucien. C'était le face-à-face du lundi 23 janvier avec Elsa Ruyère pour son livre Parole de soignant suspendu, édition Guy Trédaniel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. Merci d'être encore aussi nombreux à nous écouter.